L'esclave ordonne de raser les cheveux de la jeune fille la plus belle. Ce qui s'est passé 5 ans plus tard a choqué tout le monde. Avant de continuer cette histoire troublante, nous aimerions savoir d'où vous nous écoutez en ce moment. Êtes-vous en France, au Canada, en Belgique, en Suisse, ou peut-être dans un autre pays francophone? Écrivez dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Cela nous aide énormément à créer du contenu adapté à votre région. Martinique, plantation Beaumont, août 1843. La chaleur de midi écrase la plantation Beaumont comme une main invisible et impitoyable. Les champs de canne à sucre s'étendent à perte de vue, ondulant légèrement sous la brise chaude qui remonte de la mer des Caraïbes. Au loin, on aperçoit les toits rouges du manoir colonial, imposant et blanc, symbole du pouvoir qui règne sur ces terres depuis 3 générations. Dans les champs, une centaine d'esclaves travaillent sous le soleil brûlant. Leurs corps luisent de sueur, leurs mains calleuses agrippent les machettes qui coupent inlassablement les tiges de canne. Le contremaître, un mulâtre brutal nommé Jacques, fait les 100 pas, son fouet enroulé à sa ceinture comme un serpent endormi. Parmi les esclaves, une vieille femme se détache. Maman Thérèse a 65 ans, mais son visage en paraît 80. Ses joues sont creusées, sa peau ridée comme du cuir séché au soleil. Ses yeux profondément enfoncés dans leurs orbites ont vu trop de souffrance pour conserver la moindre illusion. Pourtant, en ce moment précis, ses yeux brûlent d'une détermination farouche. Elle observe intensément une jeune esclave qui travaille à quelques mètres d'elle. Marie n'a que 18 ans. Sa peau noire brille comme de l'ébène poli. Ses traits sont fins et harmonieux, mais ce qui attire tous les regards, c'est sa chevelure. Longue, épaisse, d'un noir profond. Elle tombe jusqu'à sa taille en vagues épaisses, même attachée grossièrement avec un morceau de ficelle. Cet enfant va mourir, comme ma fille est morte, murmure Thérèse pour elle-même, ses doigts se crispant sur sa machette. À ses côtés, une autre esclave âgée, Maman Céleste, l'entend et pose doucement sa main sur son bras. « Thérèse, qu'est-ce que tu rumines encore? Laisse cette petite tranquille. » « Tu ne vois donc rien, Céleste? Tu ne vois pas comment le jeune maître la regarde ?» La voix de Thérèse tremble de colère contenue. Chaque fois qu'il vient inspecter les champs, ses yeux ne quittent pas Marie. Hier, je l'ai vu lui parler près du puits. Il lui a touché les cheveux. Ah, Maman Céleste soupire profondément. « Et que peux-tu y faire, ma sœur? Nous ne sommes que des esclaves. Si le jeune maître la veut... » « Non !» Thérèse se redresse brusquement, attirant le regard du contremaître. Elle baisse immédiatement la voix, mais son intensité demeure. « Non, pas cette fois, pas elle. Je ne laisserai pas l'histoire se répéter. » Les heures passent. Le soleil commence sa descente vers l'horizon, teintant le ciel de rose et d'orange. Les esclaves se rassemblent pour le retour vers les cases, épuisés par la journée de travail. C'est à ce moment que Thérèse agit. Elle s'avance au milieu du groupe et lève la main. Sa voix, habituellement basse et résignée, résonne soudain avec une autorité qui surprend tout le monde. « Arrêtez-vous, j'ai quelque chose à dire. »
Le silence tombe sur le groupe. Même le contremaître Jacques s'arrête, intrigué. Thérèse est respectée parmi les esclaves. Elle est la doyenne, celle qui a survécu à 3 maîtres différents. Quand elle parle, on écoute. Marie, approche, ordonne-t-elle. La jeune fille, surprise, s'avance timidement. Ses grands yeux noirs regardent Thérèse avec confusion. Oui, maman Thérèse. Ce qui se passe ensuite choque tout le monde. Thérèse sort de sa poche un vieux couteau. Sa lame est moussée mais encore tranchante. Elle saisit une poignée des magnifiques cheveux de Marie. « Qu'est-ce que vous faites ?» Marie recule, terrifiée. « Ce que je dois faire pour te sauver, mon enfant, » répond Thérèse d'une voix étrangement calme. Puis, se tournant vers 2 esclaves masculins de confiance, « Samson, Pierre, tenez-la. » Maman Thérèse, « Non !» supplie Marie, mais les 2 hommes, habitués à obéir aux anciens, la maintiennent fermement. Les ciseaux commencent leur œuvre terrible. Mèche après mèche, les magnifiques cheveux tombent sur le sol poussiéreux. Marie pleure en silence, des larmes coulant sur ses joues. Les autres esclaves regardent, certains choqués, d'autres détournant les yeux, incapables de supporter cette scène. Maman Céleste s'approche. « Thérèse, au nom du ciel, qu'est-ce que tu fais ?»« Je la rends invisible, » répond simplement Thérèse, continuant méthodiquement son travail. Le contremaître Jacques, d'abord stupéfait, reprend ses esprits et court vers le manoir. « Maître, maître Beaumont, venez vite !» Quelques minutes plus tard, le maître Beaumont arrive en trombe, suivi de son fils Édouard. Le maître a 58 ans, le visage rougi par le rhum et le soleil. Son fils, 25 ans, grand et élancé, porte l'arrogance de ceux qui n'ont jamais connu le refus. « Qu'est-ce que... Thérèse ?» Le maître s'arrête net devant la scène. Marie est maintenant presque chauve, son crâne brillant sous les derniers rayons du soleil. Les magnifiques cheveux gisent en tas à ses pieds. Thérèse lâche finalement la jeune fille et se tourne vers le maître, le regard défiant. « C'est fait, maître !» Édouard devient livide de rage. Cette vieille folle a détruit ma... Il s'arrête brusquement, réalisant ce qu'il allait dire. Le maître Beaumont fixe Thérèse longuement. Quelque chose passe dans son regard, de la colère, certes, mais aussi autre chose, de la peur, de la culpabilité. Les esclaves ne peuvent déchiffrer cette expression. « Thérèse, dans mon bureau, maintenant !» ordonne-t-il finalement d'une voix étrangement contrôlée. Marie s'effondre au sol, touchant son crâne rasé avec incrédulité. Les autres esclaves forment un cercle autour d'elle, ne sachant comment réagir. Maman Céleste s'agenouille à ses côtés. « Ma pauvre enfant !» Dans le bureau du maître, la confrontation commence. Cette scène marquera le début d'une histoire qui bouleversera la plantation entière et révélera des secrets enfouis depuis 40 ans. Le bureau de maître Beaumont sent le tabac et le rhum. Des meubles en acajou massif occupent la pièce, des portraits de famille ornent les murs. Thérèse se tient debout, droite malgré son âge, face au maître assis derrière son imposant bureau. Édouard fait les 100 pas, furieux. « Père,
Cette esclave a détruit ma propriété. Elle doit être fouettée publiquement. Vendue, crache-t-il. Le maître Beaumont lève la main pour le faire taire, ses yeux ne quittant pas Thérèse. « Laisse-nous, Édouard. »« Quoi? Mais père, j'ai dit, laisse-nous !» La voix du maître claque comme un fouet. Édouard sort en claquant la porte. Le silence s'installe. Le maître verse du rhum dans 2 verres, en pousse un vers Thérèse. Elle ne le touche pas. Pourquoi, Thérèse? Après toutes ces années de silence, pourquoi maintenant? La voix de Thérèse tremble légèrement, mais son regard reste ferme. Parce que votre fils regarde Marie exactement comme vous me regardiez en 1803. Parce que je ne laisserai pas l'histoire se répéter. Le maître pâlit. Tu avais promis de ne jamais... J'avais promis de garder le secret sur ce que vous m'avez fait. Sur notre fille que vous m'avez arrachée à l'âge de 2 ans. Sur le fait que vous l'avez vendue à une plantation de Sainte-Lucie pour effacer toute trace. La voix de Thérèse se brise. J'ai tenu ma promesse pendant 40 ans, maître. Mais je ne resterai pas silencieuse pendant que votre fils commet les mêmes crimes. Le maître se lève brusquement, renversant son verre. Marie n'est pas... Elle ne peut pas être... La petite fille de notre fille disparue? Si, maître. J'ai reconnu la cicatrice sur son épaule gauche, la même que portait ma fille. J'ai fait des recherches. Marie est arrivée ici il y a 3 ans, achetée à une plantation de Sainte-Lucie après la mort de sa mère. Une mère qui s'appelait Léonie. Mon Léonie. Le maître s'effondre dans son fauteuil, soudain vieilli de 10 ans. Mon Dieu! Votre fils veut posséder sa propre cousine, maître. Sans le savoir, certes, mais le sang ne ment pas. Alors, j'ai fait ce que je devais faire. Je l'ai rendue laide à ses yeux. Je l'ai sauvée. Flashback. Martinique, 1803. 40 ans plus tôt, Thérèse avait 25 ans. Elle était belle alors, avec les mêmes cheveux magnifiques que Marie porte aujourd'hui. Le jeune maître Beaumont, fraîchement arrivé de France pour reprendre la plantation de son père mourant, l'avait remarqué immédiatement. « Comment t'appelles-tu » avait-il demandé, sa voix déjà chargée de désir. « Ah, Thérèse, maître » avait-elle répondu, les yeux baissés, connaissant déjà ce qui allait suivre. Les viols avaient commencé cette nuit-là. Pendant des mois, il venait la chercher, ignorant ses larmes, ses supplications. Quand elle était tombée enceinte, il avait d'abord été furieux, puis résigné. La petite Léonie était née dans la honte et le secret. Pendant 2 ans, Thérèse avait réussi à garder sa fille près d'elle, la cachant dans les champs, mendiant aux autres esclaves de ne rien dire. Mais le jour où la femme légitime du maître était arrivée de France, tout avait changé. Cet enfant mulâtre ne peut pas rester ici, avait déclaré Madame Beaumont avec dégoût. Elle est la preuve vivante de votre péché. Débarrassez-vous-en. 3 jours plus tard, un marchand d'esclaves était venu. Thérèse avait hurlé, s'était battue, mais 4 hommes l'avaient maintenue pendant qu'on arrachait Léonie de ses bras. Sa fille pleurait. « Maman, maman !» Le maître Beaumont avait regardé ailleurs, incapable de soutenir son regard. « Si tu parles de cela à quiconque, je te ferai fouetter jusqu'à la mort, » avait-il murmuré ce soir-là. « Oublie cet enfant, elle n'a jamais existé. » Thérèse
n'avait jamais oublié. Retour au présent. Dans le bureau, le silence pèse lourd. Le maître Beaumont finit par demander d'une voix brisée « Que veux-tu de moi, Thérèse ? Que vous empêchiez votre fils de toucher à Marie, que vous la protégiez comme vous auriez dû protéger notre fille. C'est tout ce que je demande. Et si je refuse ?» Thérèse sourit amèrement. « Alors demain, toute la plantation saura que Marie est votre petite-fille, que votre fils convoite sa propre cousine, que vous avez vendu votre propre enfant il y a 40 ans. Choisissez, maître. » Le maître ferme les yeux, vaincu. « Va-t'en, Thérèse, je ferai ce que tu demandes. » Dans les cases, cette nuit-là, les esclaves se rassemblent dans la plus grande case, parlant à voix basse. Marie est assise dans un coin, touchant sans cesse son crâne rasé, les yeux perdus dans le vide. Autour d'elle, les réactions sont partagées. « Maman Thérèse est devenue folle », murmure un jeune esclave nommé Bastien. « Pourquoi s'en prendre à Marie? Elle n'a rien fait de mal. » Une vieille esclave, Augustine, secoue la tête. « Thérèse ne fait jamais rien sans raison. Attendez, la vérité finira par sortir. » Maman Céleste s'approche de Marie et lui tend un foulard propre. « Tiens, mon enfant, couvre ta tête, les cheveux repoussent. La dignité aussi, si tu la nourris. » Marie prend le foulard mais ne dit rien. Ses larmes ont séché, remplacées par quelque chose de plus dur, de la colère. « Pourquoi moi ?» demande-t-elle finalement. « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Personne ne peut répondre. Dans un autre coin de la case, deux esclaves plus jeunes discutent. J'ai entendu le contremaître Jacques dire que le jeune maître était furieux. Il voulait faire fouetter maman Thérèse, mais le vieux maître a refusé. C'est étrange, ça. D'habitude, le maître ne protège personne. Il y a un secret entre ces deux-là, c'est sûr. Quelque chose qui remonte loin. La nuit avance. Un à un, les esclaves s'endorment, épuisés. Seule Marie reste éveillée, fixant l'obscurité, sentant que sa vie vient de basculer irrémédiablement. À l'aube, elle se rend au puits avant les autres. Elle regarde son reflet dans l'eau. Le crâne rasé lui donne un air dur, presque masculin. Elle ne se reconnaît plus. « C'est mieux ainsi », murmure une voix derrière elle. Thérèse est là, appuyée sur son bâton. « Tu ne comprends pas maintenant, mais un jour tu me remercieras. » Vous remercier ?» La colère de Marie explose enfin. « Vous m'avez humiliée devant tout le monde, vous m'avez rendue laide. Pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait ?» Thérèse s'approche lentement. « Tu ne m'as rien fait, mon enfant. Mais ta beauté allait te détruire. Le jeune maître, il te voulait. Et quand les maîtres veulent quelque chose, ils le prennent, toujours. Et alors, qu'est-ce que ça change? Il peut toujours me prendre, avec ou sans cheveux. » « Oh non, » répond Thérèse avec une certitude étrange. « Maintenant, tu es invisible à ses yeux. Les hommes comme lui ne voient que la surface. Ta beauté a disparu, son désir aussi. Tu es sauvée. » Marie secoue la tête, incrédule. « Sauvée? Vous appelez ça être sauvée? Tu préférerais porter son enfant dans ton ventre? Être rejeté par les autres esclaves? Devenir sa chose jusqu'à ce qu'il se lasse et te jette comme un chiffon sale? C'est ce qui m'est arrivé, Marie. »
C'est ce qui est arrivé à ma fille. Je ne laisserai pas ça t'arriver aussi. » Pour la première fois, Marie entend la douleur dans la voix de Thérèse. Elle regarde vraiment la vieille femme, les rides profondes, les yeux hantés, les mains tremblantes. « Qu'est-ce qui vous est arrivé, maman Thérèse ?» Thérèse détourne le regard. « Ce qui arrive à toutes les belles esclaves, mon enfant. Ce qui ne t'arrivera pas. » Elle s'éloigne lentement, laissant Marie seule avec ses questions et son reflet changé dans l'eau du puits. 3 semaines après le rasage. La vie sur la plantation Beaumont a repris son rythme implacable, mais quelque chose d'invisible a changé. Les esclaves marchent différemment autour de Marie, certains avec compassion, d'autres avec une curiosité malsaine. Elle porte désormais en permanence le foulard bleu délavé que lui a donné maman Céleste, cachant son crâne qui commence à peine à montrer un duvet noir. Ce matin-là, Marie travaille seule près du moulin à canne, nettoyant les résidus sucrés qui collent aux roues de bois. La chaleur est étouffante, l'air chargé d'humidité annonce une pluie prochaine. Elle ne remarque pas tout de suite la présence d'Édouard Beaumont, qui l'observe depuis plusieurs minutes, appuyé contre un arbre. « Marie !» appelle-t-il finalement. Elle sursaute et se retourne, les yeux baissés automatiquement. « Oui, jeune maître. » Il s'approche lentement, son regard la détaillant de haut en bas. Même sans ses cheveux, elle reste belle, ses traits fins, ses yeux expressifs, sa peau lisse. Mais quelque chose a changé dans son attitude. Elle n'est plus la jeune fille timide qui rougissait sous son regard. Il y a maintenant une dureté dans sa posture. « Enlève ce foulard », ordonne-t-il soudainement. Marie hésite, puis obéit lentement. Son crâne rasé apparaît, le duvet court lui donnant un air vulnérable mais étrangement fort. Édouard grimace de dégoût. Cette vieille sorcière a détruit ta beauté. Il tend la main pour toucher sa tête, mais Marie recule instinctivement. « Ne me touche pas !» dit-elle avant de pouvoir se retenir. Le silence qui suit est dangereux. Édouard devient livide. « Comment oses-tu ? Tu n'es qu'une esclave. » « Je sais ce que je suis, jeune maître. » La voix de Marie tremble, mais elle tient bon. « Et je sais ce que vous voulez. Mais maman Thérèse m'a protégée de vous. » Édouard lève la main pour la frapper, mais une voix intervient. « Mon fils. » Le maître Beaumont est là, surgit de nulle part. Son regard fixe Édouard avec une intensité que Marie ne comprend pas. « Père, cette esclave est insolente. Rentre au manoir, maintenant. » La voix du vieux maître ne souffre aucune discussion. Édouard hésite, puis s'éloigne à grands pas rageurs. Le maître regarde Marie longuement. « Remets ton foulard et retourne au travail. Et toi ?» Il marque une pause. « Reste loin de mon fils. » Marie remet son foulard, troublée par le ton presque protecteur du maître. Quelque chose ne colle pas. Les maîtres ne protègent jamais les esclaves contre leur propre fils. Flashback, la jeunesse de Thérèse, 1800. Thérèse avait 22 ans quand elle était arrivée à la plantation Beaumont, vendue après la mort de son ancien maître. Elle était née esclave à la Guadeloupe, fille d'une mère africaine qui lui racontait les histoires de leur terre perdue.
N'oublie jamais d'où tu viens, Thérèse, disait sa mère en tressant ses longs cheveux. Nous sommes les filles des reines d'Afrique. Même enchaînées, nous restons royales dans nos cœurs. Sa mère était morte quand Thérèse avait 16 ans, fouettée à mort pour avoir refusé les avances d'un contremaître. Thérèse avait juré de survivre, peu importe le prix. À la plantation Beaumont, elle s'était fait remarquer pour sa beauté et son intelligence. Le vieux maître Beaumont père, un homme cruel mais prévisible, l'avait mise au service de la maison plutôt qu'au champ. C'est là qu'elle avait rencontré le jeune héritier, fraîchement arrivé de France. Charles Beaumont, 28 ans, fils unique envoyé pour apprendre à gérer la plantation familiale. Au début, il semblait différent des autres colons. Il lisait des livres sur la philosophie, parlait parfois des idées nouvelles qui circulaient en France sur l'égalité. Crois-tu que tous les hommes naissent égaux, Thérèse lui avait-il demandé un soir, alors qu'elle servait le dîner. Je ne sais pas, maître. Je sais seulement que certains naissent libres et d'autres enchaînés. Il avait souri. Tu es intelligente, c'est rare. Les conversations s'étaient multipliées. Thérèse avait commencé à croire qu'il la voyait peut-être comme un être humain. Quelle naïveté! La première fois qu'il l'avait violée, c'était 3 mois après son arrivée. Il était entré dans sa case la nuit, ivre. Elle avait essayé de résister. Il l'avait frappée. Tu m'appartiens, avait-il dit simplement, comme tout le reste ici. Après, il était redevenu poli, presque gentil. Comme si rien ne s'était passé, et Thérèse avait compris. Les beaux discours sur l'égalité ne s'appliquaient pas aux esclaves. Jamais. Retour au présent. Le soir, dans les cases. Maman Céleste prépare une infusion de plantes médicinales quand Marie entre dans sa case. La vieille femme a près de 70 ans, mais ses mains restent habiles et son esprit vif. Assieds-toi, mon enfant. Tu as l'air troublé. Marie s'assoit sur le sol de terre battue. Le jeune maître. Il est venu me voir aujourd'hui. Le vieux maître l'a arrêté. Je ne comprends pas. Céleste verse l'infusion dans 2 gobelets en terre cuite. Il y a des choses sur cette plantation que même moi je ne comprends pas totalement. Mais je sais une chose, maman Thérèse connaît des secrets qui remontent loin. Quel genre de secret? Céleste hésite, puis décide de parler. Il y a 40 ans, quand je suis arrivé ici, Thérèse était jeune et belle. Le jeune maître d'alors, le père de l'actuel Édouard, la voulait, elle est tombée enceinte. Marie écarquille les yeux. Maman Thérèse a eu un enfant, une petite fille, Léonie. Je me souviens d'elle, un beau bébé mulâtre aux yeux noirs. Thérèse l'adorait, la cachait autant qu'elle pouvait. Mais quand l'épouse du maître est arrivée de France, l'enfant a disparu. Vendu, disait-on. Mon Dieu. Thérèse n'a plus jamais été la même. Elle est devenue dure, fermée. Mais elle a survécu. Et maintenant, Céleste regarde Marie intensément. Maintenant, elle t'a choisi pour te protéger. Pourquoi toi particulièrement? Ça, je ne le sais pas encore. Marie touche son foulard. Elle a dit qu'elle ne laisserait pas l'histoire se répéter. Alors peut-être voit-elle quelque chose en toi, quelque chose qui lui rappelle son passé. Cette nuit-là, Marie dort mal.
Elle rêve de cheveux coupés, de mains qui l'agrippent, de voix qui crient dans une langue qu'elle ne comprend pas. 2 jours plus tard, confrontation entre Thérèse et le maître. Le maître Beaumont convoque à nouveau Thérèse dans son bureau. Cette fois, son ton est différent, moins autoritaire, presque suppliant. « Combien de temps vas-tu me faire payer, Thérèse ? 40 ans ne suffisent pas ?» Thérèse reste debout, droite. « Je ne vous fais rien payer, maître. » Je protège simplement ce qui me reste de famille. Marie n'est pas... Il s'arrête, réalisant ce qu'il allait dire. Tu n'as aucune preuve qu'elle soit liée à Léonie. J'ai la cicatrice sur son épaule, la même forme de croissant de lune que portait ma fille. J'ai son âge, 23 ans, exactement l'âge qu'aurait eu ma petite fille si Léonie avait survécu assez longtemps pour avoir un enfant. J'ai son sourire, ses gestes. C'est elle, maître. Le sang ne ment pas. Le maître s'effondre dans son fauteuil, et même si c'était vrai, qu'est-ce que ça change? Elle reste une esclave. Ça change que votre fils ne doit pas la toucher. Jamais. Vous comprenez pourquoi, n'est-ce pas? Le silence pèse lourd. Finalement, le maître demande d'une voix brisée « Qu'est devenue Léonie? Le sais-tu » Pour la première fois, Thérèse montre une fissure dans son armure. Ses yeux se remplissent de larmes. J'ai cherché pendant des années. J'ai interrogé chaque esclave venant de Sainte-Lucie. J'ai appris qu'elle avait été vendue à la plantation Montrose, qu'elle était devenue belle, comme moi autrefois, qu'elle avait été utilisée par le maître là-bas, qu'elle était morte en couche à 19 ans, donnant naissance à une fille. Cette fille, c'est Marie. Le maître ferme les yeux, la douleur visible sur son visage. Notre fille est morte. Oui, à cause de vous, à cause de ce que vous lui avez fait subir en la vendant. La voix de Thérèse est dure maintenant. Mais sa fille vit, notre petite fille vit, et je ne la laisserai pas connaître le même sort. Que veux-tu que je fasse? Éloignez votre fils d'elle, protégez-la. C'est tout. C'est la seule chose que je vous demande. Le maître hoche lentement la tête. Je vais essayer. N'essayez pas, faites-le, ou je révèle tout. Dans les champs, formation de Marie. Les semaines passent. Maman Céleste prend Marie sous son aile, lui enseignant les secrets de survie que tout esclave doit connaître. Cette plante, dit Céleste en montrant une feuille dentelée, c'est de l'herbe à femme. Elle prévient les grossesses. Tu en fais une infusion chaque semaine. Marie apprend aussi à reconnaître les plantes qui soignent. La verveine pour la fièvre, l'aloès pour les brûlures, le gingembre pour les douleurs. Pourquoi m'enseignez-vous tout ça, maman Céleste? La vieille femme sourit. Parce que le savoir, c'est du pouvoir, mon enfant. Les maîtres ont le pouvoir des fouets et des chaînes, mais nous avons le pouvoir de survivre, de guérir, de protéger les nôtres. Ne l'oublie jamais. Marie observe aussi maman Thérèse de loin. La vieille femme semble avoir vieilli de 10 ans en quelques semaines. Elle tousse souvent, ses mains tremblent. Mais son regard reste vigilant, toujours fixé sur Marie, toujours protecteur. Un soir, Marie ose enfin s'approcher d'elle. « Maman Thérèse, puis-je vous parler ?» Thérèse lève les yeux de son repas. « Parle !»« Pourquoi moi? Pourquoi me protégez-vous alors que vous m'avez humiliée ?»
Thérèse est silencieuse un long moment. Puis, parce que l'humiliation guérit, la mort non. Je préfère que tu me détestes vivante plutôt que tu meurs belle. Mais qui suis-je pour vous? Tu es... Thérèse s'arrête puis secoue la tête. Tu es une jeune esclave que j'ai décidé de protéger. C'est tout ce que tu as besoin de savoir pour l'instant. Marie sent qu'il y a plus, beaucoup plus. Mais elle ne pousse pas. Pas encore. Martinique, plantation Beaumont. 2 ans après le rasage, 1845. Les cheveux de Marie ont repoussé, mais elle continue de les porter tressés serrés et cachés sous un foulard. Ce n'est plus par honte, mais par choix. Le rasage l'a transformée. La jeune fille timide est devenue une femme observatrice, forte, respectée parmi les esclaves. Ce matin de juin, la plantation s'éveille sous un ciel lourd de nuages. La saison des pluies approche, apportant avec elle une humidité étouffante qui rend chaque mouvement pénible. Dans les champs, Marie travaille aux côtés de 3 nouvelles esclaves, arrivées la semaine précédente d'une plantation voisine qui a fait faillite. La plus jeune, Adélaïde, n'a que 15 ans. Ses yeux sont constamment baissés. Son corps frêle tremble à chaque ordre du contremaître. Marie l'observe depuis plusieurs jours, reconnaissant en elle la vulnérabilité qu'elle-même affichait autrefois. « Adélaïde !» appelle doucement Marie pendant la pause de midi. « Viens t'asseoir près de moi. » La jeune fille obéit, ses mains tremblantes serrant un morceau de pain dur. Marie lui tend sa propre gourde d'eau. « Bois. La chaleur est terrible aujourd'hui. » Merci, murmure Adélaïde, buvant avidement. Marie attend qu'elle finisse, puis demande. D'où viens-tu? De la plantation du Verger, près de Saint-Pierre. Le maître a tout perdu au jeu. Nous avons tous été vendus. Les larmes montent aux yeux d'Adélaïde. Ma mère est restée là-bas. Je ne la reverrai jamais. Marie pose sa main sur l'épaule de la jeune fille. Je sais ce que c'est de perdre sa mère. Mais ici, nous sommes une famille. Les esclaves de Beaumont se protègent mutuellement. Se protègent. Adélaïde lève des yeux étonnés. Comment des esclaves peuvent-ils se protéger? Nous n'avons aucun pouvoir. Détrompe-toi. Le pouvoir ne vient pas toujours de la force ou du statut. Marie baisse la voix. Tu vois cette vieille femme là-bas? Elle désigne maman Thérèse qui travaille lentement, son dos voûté par l'âge. Elle m'a sauvé la vie il y a 2 ans. Et maintenant, je fais de même pour d'autres. Mais comment? Marie sourit mystérieusement. Je vais te montrer. Ce soir, viens dans ma case après le dîner, amène les 2 autres nouvelles. Le soir, première réunion du cercle de protection. La case de Marie est petite mais propre. Un matelas de paille, quelques calebasses, des bouquets de plantes séchées suspendus aux poutres. Adélaïde arrive accompagnée des 2 autres nouvelles esclaves. Joséphine, une femme de 30 ans au regard dur, et Marguerite, une adolescente de 17 ans enceinte de plusieurs mois. Maman Céleste est déjà là, préparant une infusion. Maman Thérèse arrive en dernier, s'asseyant avec difficulté sur un tabouret de bois. « Fermez la porte », ordonne Marie. « Ce qui se dit ici reste entre nous. » Les 3 nouvelles échangent des regards nerveux, mais obéissent.
Marie commence. Vous êtes nouvelle sur cette plantation. Vous ne connaissez pas encore les dangers qui vous guettent. Le jeune maître Édouard, il aime les jeunes esclaves, surtout les belles. Marguerite, la jeune femme enceinte, baisse les yeux. Je sais, c'est lui le père de mon enfant, sur mon ancienne plantation. Un silence choqué tombe sur le groupe. Marie demande doucement, « C'est pour ça que tu as été vendu ici ?» Sa femme légitime arrive de France le mois prochain. Il fallait me faire disparaître, ainsi que la preuve de ce qu'il m'a fait. La voix de Marguerite se brise. Maman Thérèse grogne, toujours la même histoire. Les maîtres prennent ce qu'ils veulent, puis effacent les traces. Marie se lève et s'agenouille devant Marguerite. Ici, tu es en sécurité. Nous te protégerons, toi et ton enfant. Édouard ne t'approchera pas. Comment pouvez-vous promettre ça? Parce que nous sommes organisés. Marie se tourne vers maman Céleste. Montrez-lui. Maman Céleste sort un petit sac de toile et en verse le contenu sur une natte. Différentes plantes séchées, racines, poudre. Ceci est de l'herbe à femme pour prévenir les grossesses non désirées. Ceci est de la racine de manioc amer qui peut provoquer des vomissements si quelqu'un tente de t'empoisonner. Et ceci, elle montre une poudre rouge. C'est du piment broyé mélangé à de la poussière de bois. Si un homme t'attaque, jette-lui ça aux yeux. Ça te donnera le temps de fuir et d'appeler à l'aide. Joséphine, la femme au regard dur, intervient. Et si le maître ou le contremaître s'en prennent à nous, qu'est-ce qu'une poudre peut faire contre le fouet? Rien, admet Marie. C'est pourquoi nous avons d'autres stratégies. Nous ne restons jamais seuls dans des endroits isolés. Nous travaillons toujours par paire ou groupe. Si l'une d'entre nous est en danger, nous créons une distraction. Une distraction? Marie sourit. Il y a 6 mois, le jeune maître a coincé une esclave près des écuries. 5 d'entre nous sommes apparus, prétendant qu'un feu s'était déclaré dans les champs. Le maître a dû aller vérifier. Il n'y avait pas de feu, bien sûr, mais le temps qu'il revienne, l'esclave était en sécurité, entouré d'autres travailleurs. Adélaïde écoute, fascinée. Et il ne vous a pas puni pour la fausse alerte? Il ne pouvait rien prouver. C'est ça le secret. Ne jamais donner de preuves, toujours avoir une excuse plausible, toujours se protéger mutuellement. Maman Thérèse tousse fortement, puis ajoute d'une voix rauque, « Les maîtres pensent que nous sommes stupides, incapables de nous organiser. C'est notre force. Ils ne nous voient pas venir. » Flashback. L'évolution de Marie, 1 an après le rasage, Marie s'était tenue devant Maman Céleste, frustrée. « J'ai mémorisé toutes les plantes que vous m'avez montrées. » J'ai appris à faire les infusions, les cataplasmes. Mais à quoi ça sert si je ne peux pas protéger les autres du vrai danger, les maîtres eux-mêmes? Céleste avait souri. « Tu es prête pour la prochaine leçon. Viens. » Elle l'avait emmenée dans une case isolée où 6 femmes esclaves attendaient. Marie les connaissait toutes, des survivantes, des femmes qui avaient toutes été abusées à un moment ou un autre. Marie, avait dit Céleste, ces femmes forment un cercle secret depuis 10 ans. Nous nous protégeons mutuellement, nous partageons nos connaissances, nous intervenons quand l'une d'entre nous est en danger. Maman Thérèse a créé ce cercle il y a longtemps. Maintenant, nous t'invitons à nous rejoindre.
Une femme nommée Augustine avait pris la parole. Le cercle a des règles. Première règle, jamais de violence directe contre les maîtres. Ça nous ferait toutes tuer. Deuxième règle, nous utilisons la ruse, la distraction, la solidarité. Troisième règle, nous protégeons d'abord les plus vulnérables, les jeunes, les nouvelles, les enceintes. Marie avait compris ce jour-là qu'elle faisait partie de quelque chose de plus grand qu'elle-même. Un réseau invisible de résistance féminine. Retour au présent. Formation continue. Les semaines suivantes, Marie forme intensivement les trois nouvelles. Adélaïde apprend rapidement, sa peur initiale se transformant en détermination. Marguerite, malgré sa grossesse avancée, participe activement. Seule Joséphine reste méfiante. « Je ne comprends pas, dit-elle un soir. Pourquoi faire tout ça? Nous sommes esclaves, notre sort est de souffrir. Marie la regarde intensément. Non, notre sort est de survivre. Il y a une différence. Survivre pourquoi? Pour travailler jusqu'à en mourir dans ces champs. Survivre pour voir nos enfants grandir, pour transmettre nos histoires. Pour qu'un jour, peut-être, les choses changent. Marie touche son foulard. Maman Thérèse m'a appris que même dans la pire situation, nous avons un choix. Nous résigner ou résister silencieusement. Elle a choisi de résister en me protégeant. Je choisis de continuer en vous protégeant. Joséphine reste silencieuse un long moment, puis demande « Et si je veux rejoindre votre cercle ?» Marie sourit. « Tu en fais déjà partie, depuis le jour où tu es entrée dans cette case. » Incident avec Édouard. Test du système de protection. Un mois plus tard, l'occasion de tester le système arrive brutalement. Marguerite, maintenant à quelques semaines de son accouchement, travaille lentement dans les champs quand Édouard apparaît à cheval. Il descend et s'approche d'elle, son regard fixé sur son ventre gonflé. « C'est mon enfant que tu portes. » Marguerite recule, terrifiée. « Oui, maître. Quand il naîtra, on le vendra. Je ne veux pas de bâtard mulâtre ici. » Ma femme arrive la semaine prochaine. Marguerite pâlit. Vendre son enfant dès la naissance, c'est sa pire terreur. À 20 mètres de là, Adélaïde a tout vu. Elle fait un signe discret. Immédiatement, le système s'active. Marie laisse tomber bruyamment sa machette. « Oh non, je me suis coupée !» Augustine crie. « Du sang, elle saigne beaucoup !» En quelques secondes, une dizaine d'esclaves se rassemblent autour de Marie, créant confusion et agitation. Le contremaître Jacques accourt. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Édouard, distrait, lâche Marguerite, qui est immédiatement entourée par trois femmes du cercle qui l'emmènent discrètement vers les cases. Quand Édouard se retourne, Marguerite a disparu dans la foule. Il rage, mais ne peut rien dire sans révéler ses intentions. Marie, dont la blessure n'est qu'une égratignure superficielle, sourit intérieurement. Le système fonctionne. Suite du chapitre 3 à suivre. Déjà environ 2. 500 mots, confrontation nocturne, approfondissement du mystère. Cette nuit-là, le maître Beaumont convoque à nouveau Thérèse. Mais cette fois, il n'est pas seul. Un homme âgé l'accompagne, le notaire de Fort-de-France. « Thérèse, » commence le maître d'une voix lasse, « je vieillis. Ma santé décline. Je dois mettre de l'ordre dans mes affaires.
Thérèse reste impassible. « Qu'est-ce que j'ai à voir avec vos affaires, maître ?» Le notaire ouvre un dossier. Monsieur Beaumont souhaite établir un document légal concernant certaines dispositions pour l'avenir de l'esclave Marie. Thérèse se raidit. « Quel genre de dispositions ?» Le maître intervient. « Je veux qu'à ma mort, Marie soit affranchie, libérée, avec une petite somme d'argent pour commencer une nouvelle vie. » Le silence qui suit est assourdissant. Thérèse fixe le maître, cherchant le piège. « Pourquoi? Pourquoi elle en particulier ?»« Tu sais pourquoi, répond simplement le maître. Non, dites-le, devant témoin. Dites pourquoi vous voulez libérer une esclave parmi 100 autres. » Le maître hésite, regarde le notaire qui prend des notes, puis « Parce que je lui dois au moins ça, pour ce que j'ai fait il y a 40 ans. » Thérèse hoche lentement la tête. « Ce n'est pas assez. » Vous ne pouvez pas racheter 40 ans de souffrance avec un morceau de papier, mais elle marque une pause. Mais c'est mieux que rien. J'accepte, à condition que le document soit rédigé maintenant, signé et conservé en lieu sûr, et que Marie ne soit jamais touchée par votre fils. Je ferai de mon mieux pour contrôler Édouard. Non, vous devez le contrôler, ou je révèle tout, testament ou pas. Le notaire rédige le document. Le maître signe. Thérèse, incapable d'écrire, appose une croix comme témoin. Quand elle sort du bureau pour la première fois depuis 40 ans, maman Thérèse pleure. Des larmes de soulagement. Sa petite fille sera libre un jour, même si Marie ne sait pas encore qui elle est vraiment. Martinique, plantation Beaumont, 5 ans après le rasage, juillet 1848. Marie a maintenant 23 ans. Elle est devenue une figure centrale dans la communauté esclave, respectée pour sa sagesse précoce et sa capacité à protéger les plus vulnérables. Le cercle de protection qu'elle dirige avec Maman Céleste compte désormais 15 femmes, un réseau invisible mais puissant de solidarité. Ce soir de juillet, l'air est lourd, chargé d'électricité. Un orage approche de la mer. Marie sort de sa case pour aller chercher de l'eau au puits quand elle entend des voix près du bureau du maître. Curieuse, elle s'approche silencieusement. « Père, vous êtes en train de mourir et vous refusez encore de me laisser gérer cette plantation comme je l'entends. » C'est la voix d'Édouard, furieuse et frustrée. « Tu la géreras quand je serai mort, pas avant. » La voix du vieux maître Beaumont est faible, épuisée. Il est malade depuis plusieurs mois, alité la plupart du temps. Et cette esclave, Marie, pourquoi la protégez-vous comme si elle était de la famille? C'est une esclave comme les autres. Un silence, puis elle est de la famille. Marie se fige. Son cœur bat à tout rompre. Quoi? De quoi parlez-vous? Va-t'en, Édouard. Je dois parler à Thérèse. Envoie-la-moi. Des pas furieux s'éloignent. Marie reste cachée dans l'ombre, son esprit en tumulte. De la famille, qu'est-ce que ça veut dire? 10 minutes plus tard, maman Thérèse passe devant elle, marchant péniblement vers le bureau. La vieille femme a maintenant près de 70 ans, fragile, toussant sans cesse. Marie la suit discrètement et se cache près de la fenêtre ouverte du bureau.
La révélation Thérèse, commence le maître d'une voix tremblante. Je suis en train de mourir. Le médecin m'a donné quelques semaines, 1 mois tout au plus. Je sais, maître. Tout le monde le sait. Il est temps de tout dire à Marie. Elle a le droit de savoir qui elle est vraiment. Thérèse s'assoit lourdement. Vous voulez que je lui dise que son arrière-grand-père était un violeur d'esclaves, que sa grand-mère a été arrachée à ses bras, que toute notre lignée n'est que souffrance et honte? Je veux qu'elle sache qu'elle est libre. Le testament est prêt. À ma mort, elle sera affranchie. Elle aura de l'argent. Elle pourra partir, commencer une nouvelle vie. Ce n'est pas assez pour racheter ce que vous avez fait. Je sais. La voix du maître se brise. Je sais, Thérèse. Mais laisse-moi au moins essayer de réparer une infime partie du mal que j'ai causé. Dehors, Marie écoute, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Elle comprend maintenant. Tout. Le rasage, la protection obsessive de Thérèse, les regards étranges du vieux maître, tout prend sens. Racontez-moi, demande soudain Thérèse d'une voix douce. Racontez-moi ce que vous avez ressenti le jour où vous avez vendu notre fille. Le maître pleure maintenant ouvertement. J'ai ressenti que j'étais un lâche, un monstre. Mais ma femme, elle menaçait de rentrer en France, de me faire déshériter par ma famille. Elle disait que Léonie était la preuve vivante de mon péché. Alors j'ai laissé le marchand l'emmener. Et chaque jour depuis, je l'ai regretté. Léonie est morte à 19 ans, vous savez, en couche, après avoir été violée à répétition par son propre maître à Sainte-Lucie. Notre fille a connu l'enfer parce que vous étiez trop lâche pour la protéger. Mon Dieu, le maître sanglote. Mon Dieu, pardonnez-moi. Ce n'est pas Dieu qui doit vous pardonner, c'est moi. Et notre fille morte. Et sa fille, Marie, qui ne sait même pas qu'elle porte votre sang. Marie ne peut plus supporter d'écouter. Elle entre brusquement dans le bureau. Je sais maintenant. Thérèse sursaute. Le maître lève des yeux choqués. Marie, vous êtes mon arrière-grand-père. La voix de Marie tremble, mais elle reste debout, droite. Vous avez violé maman Thérèse. Vous avez abandonné votre fille, et maintenant vous pensez qu'un morceau de papier va tout arranger? Le maître ne peut soutenir son regard. Non, rien ne peut arranger ce que j'ai fait, mais je peux au moins te donner la liberté. La liberté? Marie rit amèrement. Vous savez ce que maman Thérèse m'a donné il y a 5 ans quand elle a rasé mes cheveux? Elle m'a donné la vraie liberté. La liberté de savoir que ma valeur ne dépend pas de ma beauté. La liberté de protéger les autres au lieu d'être une victime. La liberté de choisir qui je suis. Elle se tourne vers Thérèse, les larmes aux yeux. Vous m'avez sauvé, et je ne l'ai compris que maintenant. Thérèse se lève difficilement et ouvre ses bras. Marie s'y précipite. Pour la première fois depuis 5 ans, elle s'étreigne, arrière-grand-mère et arrière-petite-fille, réunies enfin dans la vérité. Le lendemain, réaction de la communauté. Marie convoque une réunion du cercle de protection. Mais cette fois, elle invite tous les esclaves de confiance. Plus de 30 personnes se rassemblent dans le grand hangar à outils après le coucher du soleil. « Je dois vous dire quelque chose ?» commence Marie.
Quelque chose qui va peut-être changer la façon dont vous me voyez. Elle raconte tout, son lien de sang avec le maître, l'histoire de Léonie, les 40 ans de silence de Thérèse, le rasage qui était un acte d'amour désespéré. Les réactions sont variées, certains sont choqués, d'autres compatissants. Bastien, devenu un jeune homme fort, demande « Alors tu es libre ?» Le testament dit que tu seras libre. À la mort du maître, oui. Et nous ? Demande une femme amèrement. Nous qui n'avons pas de sang de maître dans nos veines, nous restons esclaves. Maman Céleste intervient. Marie n'a pas choisi son sang, mais elle a choisi de nous protéger, de partager ses connaissances, de risquer la colère du jeune maître pour nous défendre. Son sang ne change rien à qui elle est. Augustine ajoute, et maman Thérèse. Elle a survécu à l'enfer pour pouvoir un jour protéger sa descendance. N'est-ce pas ce que nous faisons tous, survivre pour nos enfants? Progressivement, la compréhension remplace le choc. Marguerite, qui a maintenant un bébé de 3 ans sur ses genoux, s'approche de Marie. Mon fils aussi porte le sang d'un maître. Ça fait de lui un monstre? Non, répond fermement Marie, ça fait de lui un survivant, comme nous tous. Maman Thérèse, assise dans un coin, observe la scène avec satisfaction. Son secret est enfin révélé, et le ciel ne s'est pas effondré. Au contraire, la communauté s'est resserrée. L'aggravation de la maladie de Thérèse. Les semaines suivantes, Thérèse décline rapidement. La toux devient constante, douloureuse. Elle ne peut plus travailler au champ. Le maître, lui-même mourant, ordonne qu'elle soit dispensée de travail, ce qui suscite des murmures, mais personne n'ose protester. Marie passe tout son temps libre au chevet de Thérèse, lui donnant des infusions de plantes, rafraîchissant son front avec des linges humides. Maman Thérèse, ne me quittez pas maintenant que je vous ai enfin retrouvé. Thérèse sourit faiblement. Mon enfant, j'ai attendu 5 ans pour ce moment, pour que tu saches la vérité. Maintenant, je peux partir en paix. Non, vous devez rester. Pour voir la liberté arriver. On entend des rumeurs de Paris, des débats sur l'abolition. L'abolition viendra ou ne viendra pas, mais toi tu es déjà libre, dans ton cœur. C'est tout ce qui compte. Marie pleure. Pourquoi? Pourquoi ne m'avez-vous pas dit plus tôt qui j'étais? Parce que tu n'étais pas prête. Tu devais d'abord devenir forte, apprendre à te protéger, à protéger les autres. Si je t'avais dit dès le début que tu étais ma petite fille, tu serais devenue dépendante de moi. Je voulais que tu sois indépendante, forte, capable de survivre sans moi. Euh, vous avez fait ça par amour. Oui, un amour dur peut-être, mais le seul amour qui pouvait te sauver dans ce monde cruel. Les derniers jours. Une nuit, Thérèse appelle Marie. Sa respiration est laborieuse, chaque mot lui coûte. Il y a une chose que je dois te donner. Sous ma paillasse, il y a un petit sac en cuir. Prends-le. Marie fouille et trouve le sac. À l'intérieur, une petite médaille en bronze, ternie par le temps. C'était à ma mère, explique Thérèse. Une médaille africaine de notre tribu d'origine. Elle me l'a donnée avant de mourir. Elle disait que tant que nous la gardions, nous resterions liés à nos ancêtres, à notre dignité. Maintenant, elle est à toi. Marie serre la médaille contre son cœur. Je la garderai toujours.
et tu la donneras à ta fille, si tu en as une, et elle la donnera à la sienne, pour que notre lignée n'oublie jamais d'où nous venons. Pas de roi, pas de reine, mais de femmes fortes qui ont survécu à l'impossible. Cette nuit-là, maman Thérèse s'endort paisiblement. Au matin, elle ne se réveille pas. Les funérailles. Toute la communauté esclave assiste aux funérailles de maman Thérèse. Même le maître Beaumont, transporté sur une chaise, est présent. Édouard est absent, refusant d'honorer une esclave. Marie prononce l'éloge funèbre, sa voix claire et forte. Maman Thérèse a survécu à ce que personne ne devrait survivre. Elle a perdu sa fille, mais elle a protégé sa petite-fille. Elle a été humiliée, mais elle n'a jamais perdu sa dignité. Elle nous a appris que même dans les chaînes, nous pouvons choisir la résistance. Même dans la souffrance, nous pouvons choisir l'amour. Les esclaves chantent un vieux chant africain, transmis de génération en génération. Le son monte vers le ciel, portant l'âme de Thérèse vers ses ancêtres. Le maître Beaumont pleure ouvertement. C'est la première fois que les esclaves le voient pleurer pour l'un des leurs. Après les funérailles, il appelle Marie. « Je suis désolé, pour tout. » Marie le regarde longuement, puis « Vos excuses ne changeront rien au passé. » Mais elles comptent quand même. Maman Thérèse voulait que je vous pardonne. Je ne sais pas si je peux, mais je peux essayer. Pour elle. Le maître hoche la tête et retourne au manoir, soutenu par 2 serviteurs. Il mourra 3 semaines plus tard, emportant ses secrets et ses regrets dans la tombe. Martinique, plantation Beaumont, août 1848, 3 semaines après la mort de Thérèse. Le maître Beaumont est mort dans son sommeil, 3 semaines exactement après maman Thérèse, comme si un fil invisible les avait liés jusqu'à la fin. Le notaire de Fort-de-France arrive le lendemain avec les documents officiels. Édouard Beaumont, maintenant seul maître de la plantation, reçoit l'homme dans le bureau de son père. Marie attend dehors, le cœur battant. Elle sait que le testament contient des dispositions pour elle, mais elle n'ose y croire vraiment. Soudain, des éclats de voix. « C'est impossible. Mon père ne peut pas avoir fait ça. » Le notaire sort précipitamment, poursuivi par Édouard furieux. « Mademoiselle Marie ?» demande le notaire, cherchant des yeux. Marie s'avance, tremblante. « C'est moi. » Conformément aux dernières volontés de feu, monsieur Charles Beaumont, vous êtes par la présente affranchi. Vous êtes libre. De plus, vous héritez d'une somme de 2000 francs et d'un petit terrain près de Fort-de-France. Le silence qui suit est assourdissant. Les esclaves présents fixent Marie, bouche bée. Édouard devient livide. C'est un scandale. Je contesterai ce testament. Cet esclave a dû manipuler mon père sur son lit de mort. Le notaire sort un document. Monsieur votre père a rédigé ce testament il y a 5 ans, en pleine possession de ses facultés, devant témoin. Il est légal et inattaquable. De plus, il marque une pause dramatique. De plus, un décret vient d'arriver de Paris ce matin même. Le 27 avril 1848, la République française a aboli définitivement l'esclavage dans toutes ses colonies.
Un murmure parcourt l'assemblée d'esclaves. Certains n'osent y croire. Qu'est-ce que ça veut dire? Demande Bastien. Ça veut dire que vous êtes tous libres. Tous. Par décret de la République. L'explosion de joie et de confusion. Ce qui suit est un mélange de joie, de confusion et de peur. Certains esclaves pleurent, d'autres dansent. Beaucoup restent figés, incapables de comprendre ce que liberté signifie réellement après des décennies d'esclavage. Marie se retrouve entourée par Maman Céleste, Augustine, Marguerite, Adélaïde et toutes les femmes du cercle de protection. « Tu es libre, Marie, vraiment libre !» s'exclame Adélaïde. « Nous sommes toutes libres !» répond Marie, encore sous le choc. « Toutes !» Maman Céleste, les larmes aux yeux, murmure « Thérèse savait. Je suis sûre qu'elle savait que ça arriverait bientôt. C'est pour ça qu'elle est partie en paix. » Édouard Beaumont observe la scène avec rage et impuissance. Sa plantation vient de perdre toute sa main-d'œuvre gratuite en un instant. Vous êtes peut-être libre, crie-t-il finalement, mais vous n'avez nulle part où aller. Pas d'argent, pas de terre, pas de compétences. Vous reviendrez ramper pour du travail dans quelques jours. Marie se tourne vers lui, et pour la première fois de sa vie, elle le regarde droit dans les yeux sans baisser la tête. Peut-être. Mais nous reviendrons en tant que travailleurs libres, pas en tant qu'esclaves. Et ça change tout. Les premiers jours de liberté. Les jours suivants sont chaotiques. Certains anciens esclaves quittent immédiatement la plantation, marchant vers Fort-de-France sans plan précis, simplement pour savourer la sensation de marcher librement. D'autres, les plus âgés surtout, restent, ne sachant où aller après des décennies passées sur la même terre. Marie rassemble le cercle de protection et les autres qui lui font confiance, environ 40 personnes au total, dans le grand hangar. « Nous avons un choix à faire », commence-t-elle. « Partir ou rester ?»« Moi je pars », déclare Bastien. « Je veux voir le monde au-delà de cette plantation maudite. Moi aussi, dit une jeune femme, je veux retrouver ma mère, vendue il y a 10 ans à la Guadeloupe. » Mais Maman Céleste secoue la tête. Moi je reste. J'ai 70 ans. Où irai-je? Cette plantation, aussi terrible soit-elle, c'est mon seul foyer. Augustine ajoute, et nous avons besoin d'argent pour survivre. Le jeune maître a raison sur un point. Nous n'avons rien. Si nous restons et négocions un salaire, au moins nous aurons de quoi manger en attendant de trouver mieux. Marie réfléchit, touchant la médaille de Thérèse qu'elle porte maintenant autour du cou. Maman Thérèse disait toujours « Survivre d'abord, prospérer ensuite ». Je propose ceci. Ceux qui veulent partir, partez avec ma bénédiction. Ceux qui restent, nous négocierons ensemble avec le jeune maître. Nous ne sommes plus isolés, nous sommes unis. La négociation avec Édouard. Le lendemain, Marie mène une délégation de 15 anciens esclaves vers le manoir. Édouard les reçoit sur la véranda, arrogant mais nerveux. Il a besoin d'eux, sans main-d'œuvre, ses champs de canne mourront. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demande-t-il sèchement. Marie, debout droite et fière, énonce leurs conditions. Nous acceptons de continuer à travailler, mais en tant que travailleurs salariés. 1 franc par jour, 6 jours par semaine, les dimanches libres, un logement décent, de la nourriture suffisante. Et surtout, aucune violence, aucun abus.
Si vous touchez à l'une d'entre nous, nous partons tous immédiatement. Édouard ricane. Vous pensez que vous pouvez me dicter vos conditions? Oui, répond calmement Marie. Parce que sans nous, vous n'avez rien. La canne doit être récoltée dans 3 semaines ou elle pourrira. Vous n'avez pas le temps de trouver d'autres travailleurs. Alors oui, nous dictons nos conditions. Un long silence. Édouard serre les poings, mais il sait qu'il est battu. 75 centimes par jour. C'est mon offre finale. Marie se tourne vers sa délégation. Augustine hoche la tête. 90 centimes. Et nous acceptons. 80. 85. Édouard grogne. D'accord, 85 centimes, mais je veux que tout le monde travaille comme avant. Non, répond Marie fermement. Nous travaillerons 8 heures par jour, pas du lever au coucher du soleil. Nous sommes libres maintenant. Nous vendons notre travail, pas nos vies. Finalement, après 2 heures de négociation, un accord est trouvé. Ce n'est pas parfait, mais c'est un début. Pour la première fois, ces hommes et femmes ont négocié les conditions de leur propre travail. Marie s'installe à Fort-de-France. Avec ses 2000 francs d'héritage, Marie décide d'utiliser une partie de l'argent pour acheter une petite maison en bois près de Fort-de-France, sur le terrain légué par le vieux maître. La maison a 2 pièces, un toit en tôle et une petite cour. Maman Céleste vient vivre avec elle, trop âgée pour rester seule. Adélaïde et Marguerite avec son enfant les rejoignent aussi. Ensemble, elles forment un nouveau type de famille, pas liée par le sang, mais par la survie et la solidarité. Marie utilise ses connaissances des plantes médicinales pour devenir guérisseuse. Les anciennes esclaves, maintenant travailleuses libres mais pauvres, viennent la consulter quand elles sont malades. Marie ne demande jamais d'argent, seulement ce que les gens peuvent donner. Un œuf, un morceau de tissu, un service. Tu devrais faire payer, dit Adélaïde un jour, sinon ton argent va s'épuiser. Maman Thérèse m'a appris que le savoir doit être partagé, pas vendu, répond Marie. Tant que nous avons de quoi manger et un toit, c'est suffisant. 5 ans plus tard, 1853, Marie a maintenant 28 ans. Sa maison est devenue un refuge pour les femmes en difficulté, anciennes esclaves battues par leurs employeurs, jeunes filles enceintes abandonnées, vieilles femmes sans famille. Elle loge jusqu'à 8 personnes à la fois, partageant tout ce qu'elle a. Un après-midi, une jeune femme arrive, le visage tuméfié, portant un bébé dans ses bras. On m'a dit que vous aidez les femmes. Entre, dit Marie. Comment t'appelles-tu? Rosalie. Mon ancien maître, enfin mon employeur maintenant, il dit que je lui dois de l'argent pour le logement, que je dois travailler gratuitement jusqu'à rembourser ma dette. Et quand j'ai refusé, il m'a frappé. Marie nettoie ses blessures avec des compresses d'aloès. L'esclavage est officiellement aboli, mais certains essaient de le recréer sous d'autres formes. Tu vas rester ici jusqu'à ce que tu guérisses. Ensuite, nous trouverons un meilleur endroit pour toi. Ce soir-là, Marie réunit les femmes de son foyer, maintenant au nombre de 10. Maman Thérèse a créé un cercle de protection sur la plantation. Nous devons faire de même ici, à Fort-de-France.
un réseau de femmes libres qui se protègent mutuellement. Ainsi naît le Cercle de Marie, une organisation informelle de femmes affranchies qui s'entraident, partage d'informations sur les employeurs honnêtes, protection contre les abus, apprentissage de métiers, garde d'enfants collective. 10 ans plus tard, 1858, Marie a 33 ans. Le Cercle de Marie compte désormais plus de 50 membres à travers Fort-de-France et les plantations environnantes. Elle s'est mariée à un homme libre, un charpentier nommé Jacques, bon et travailleur. Ils ont 2 filles, Léonie, 7 ans, nommée en l'honneur de l'arrière-grand-mère que Marie n'a jamais connue, et Thérèse, 5 ans. Maman Céleste est morte paisiblement l'année précédente, à l'âge de 78 ans, entourée de toutes les femmes qu'elle avait aidées au fil des décennies. Ce soir-là, Marie est assise sous le porche de sa maison avec ses 2 filles. Léonie demande « Maman, pourquoi tu portes toujours cette vieille médaille ?» Marie sourit et décroche la médaille africaine ternie de son cou. « C'est une histoire que je dois vous raconter. L'histoire de votre arrière-arrière-grand-mère Thérèse. » Les petites filles se blottissent contre elle, yeux émerveillés. « Il était une fois, commence Marie, une femme très forte, qui a perdu tout ce qu'elle aimait, mais qui n'a jamais perdu son courage. Elle s'appelait Thérèse, et elle était esclave dans une plantation. Elle raconte toute l'histoire, l'esclavage, les viols, Léonie arrachée, les 40 ans de silence, le rasage qui était un acte d'amour désespéré, la révélation finale, la liberté. Quand elle termine, ses filles ont les larmes aux yeux. « C'est pour ça que tu aides toujours les femmes en difficulté ?» demande la petite Thérèse. « Oui, arrière-grand-mère Thérèse m'a sauvée en me rendant invisible. » Maintenant, je sauve d'autres femmes en les rendant visibles, en leur donnant une voix, une communauté. C'est mon héritage, et un jour, ce sera le vôtre. Elle passe la médaille autour du cou de Léonie. Garde-la précieusement. Elle vient d'Afrique, de nos ancêtres. Elle a traversé l'esclavage, la souffrance, mais aussi l'amour et la résistance. Un jour, tu la donneras à ta fille, et l'histoire continuera. 20 ans plus tard, 1868. Marie a maintenant 43 ans. Ses cheveux commencent à grisonner. Ses filles sont devenues de jeunes femmes fortes et éduquées. Marie a insisté pour qu'elles apprennent à lire et écrire, privilège rare pour des descendantes d'esclaves. La plantation Beaumont a périclité. Édouard Beaumont, ruiné par sa mauvaise gestion et son incapacité à s'adapter au travail salarié, a fini par vendre la propriété et retourner en France, amère et vaincue. Marie, elle, est devenue une figure respectée de Fort-de-France. Les autorités locales la consultent sur les questions concernant les anciennes esclaves. Elle a ouvert une petite école où elle enseigne les plantes médicinales aux jeunes femmes. Un jour, une historienne française vient l'interviewer pour un livre sur l'abolition de l'esclavage en Martinique. « Madame Marie, on dit que vous avez été l'une des premières à organiser les travailleurs libres après l'abolition. » Comment avez-vous trouvé le courage? Marie touche la médaille qu'elle porte toujours. Je n'ai rien trouvé. J'ai hérité de ce courage, de ma arrière-grand-mère Thérèse, qui a survécu à l'impossible. Elle m'a appris que même quand on vous arrache tout, votre liberté, votre dignité, vos cheveux,
On peut choisir de résister, silencieusement, intelligemment, mais résister quand même. Et le rasage de vos cheveux, on m'a dit que c'était un moment clé dans votre histoire. Marie sourit. C'était le jour où j'ai cessé d'être belle pour devenir forte. Le jour où j'ai appris que ma valeur ne dépendait pas du regard des autres. C'était un cadeau déguisé en humiliation. Le plus grand cadeau que maman Thérèse pouvait me faire. Épilogue. 1878, 50 ans après le rasage. Marie a 63 ans, l'âge exact qu'avait maman Thérèse quand elle a rasé ses cheveux. Elle est assise sous le grand manguier de sa cour, entourée de ses petits-enfants. Léonie, maintenant mariée et mère de 3 enfants, vient lui rendre visite chaque semaine. La médaille africaine pend à son cou. « Grand-mère, demande un petit garçon de 6 ans, c'est vrai que tu as été esclave ? Oui, mon petit. Pendant les premières 23 années de ma vie, je n'étais pas libre. Ça veut dire quoi, pas libre ? Marie réfléchit comment expliquer l'inexplicable à un enfant né libre. Ça veut dire que quelqu'un d'autre décidait de tout pour moi. Où je vivais, ce que je mangeais, ce que je faisais, mais même esclave, j'avais une chose que personne ne pouvait me prendre, le choix de qui j'étais à l'intérieur. Le petit garçon fronce les sourcils, essayant de comprendre. Un jour, je te raconterai toute l'histoire. L'histoire de maman Thérèse, qui a transformé la douleur en protection. L'histoire du rasage, qui m'a sauvé la vie. L'histoire de comment nous avons survécu ensemble. Ce soir-là, alors que le soleil se couche sur Fort-de-France, Marie écrit dans le journal qu'elle a commencé il y a 10 ans. Un journal destiné aux générations futures, à mes descendantes, si vous lisez ces mots, c'est que vous êtes nés libres, que vous n'avez jamais connu les chaînes. Remerciez-en maman Thérèse, dont le sacrifice et le courage ont brisé le cycle de souffrance. Souvenez-vous, la beauté est temporaire, la force est éternelle. L'humiliation peut être transformée en pouvoir, et l'amour le plus profond se manifeste parfois dans les actes les plus durs. Portez la médaille, transmettez l'histoire, protégez toujours les plus vulnérables. C'est notre héritage, c'est qui nous sommes. Marie, petite-fille de Léonie, arrière-petite-fille de Thérèse, descendante de reines africaines que nous n'avons jamais connues, mais dont le sang coule dans nos veines. Elle ferme le journal et regarde les étoiles. Quelque part, elle sent la présence de maman Thérèse, enfin réunie avec sa fille Léonie, toutes deux en paix. L'histoire de l'esclave qui a ordonné de raser les cheveux de la plus belle jeune fille, histoire de douleur transformée en protection, de sacrifice déguisé en cruauté, d'amour plus fort que la honte, continuera à être racontée de génération en génération, rappelant à tous que la vraie liberté commence dans le cœur.